Bienvenue pour la suite et la revue d'actualité de l'OSIR. Comme chaque mois, donc, nous démarrons par le bulletin des vulnérabilités de Microsoft. Petit bulletin ce mois-ci, très peu de failles sur Internet Explorer et donc sur le nouveau navigateur Edge. Par contre, une faille qui est intéressante parce que donc, le mois dernier, on avait présenté en fait les failles communes sur les mois écoulés entre Internet Explorer et Edge. En partant du constat qu'un certain nombre de vulnérabilités étaient communes alors que Microsoft indiquait que le moteur et tout le navigateur avaient été complètement réécrits. Et là en fait je remarque que une des vulnérabilités était exactement la même, mais par contre porte un numéro de CVE différent. On se pose la question de savoir si c'est vraiment la même ou s'ils commencent à mettre des numéros de CVE différents suivant les navigateurs. Sinon, vulnérabilité dans Office, bon, c'est du grand classique, exécution de code à l'ouverture d'un fichier Office, des vulnérabilités noyaux que je ne veux pas détailler parce que ça n'a pas forcément d'intérêt ici, une vulnérabilité dans Silverlight, donc le flash de Microsoft qui permet d'exécuter du code, mais de toute façon Microsoft l'a annoncé, Silverlight va être abandonné. Diverses vulnérabilités, alors c'est rare de voir ça, mais là c'est un espèce de bundle de vulnérabilités regroupées dans un seul bulletin, donc c'est pas mal d'injections de librairies et d'exécution de code depuis DirectShow. Si une qui est amusante, c'est la possibilité d'ouvrir une session RDP sans mot de passe. Normalement c'est bloqué par des politiques de sécurité, et là il est possible de contourner la politique de sécurité et donc de s'authentifier en RDP si un compte n'a pas de mot de passe. Vulnérabilité noyau, le bulletin MS1609 qui n'a pas été publié, apparemment il a été retardé pour des raisons de test. Et une vulnérabilité des vulnérabilités dans Exchange, principalement de l'usurpation de contenu qui permet de rediriger un utilisateur à partir de Outlook Web Access vers un autre site web. Rien de bien méchant. Ça, ce coup-ci, on va s'attarder un tout petit peu là-dessus parce que le mois dernier, apparemment, Microsoft annonçait que Microsoft XP Embedded Post Ready, donc qui est le Windows XP dédié aux caisses, allait être arrêté en termes de mise à jour de sécurité. Donc il y avait une prolongation du support pour quelques années à un prix assez exorbitant. Donc chaque mois, l'OS était bien mis à jour, sauf qu'apparemment il était annoncé qu'à partir de janvier, il n'y aurait plus de mise à jour de sécurité. Et donc moi j'ai fait les mises à jour et on a bien le bulletin du mois de janvier qui est présent pour Windows XP Embedded Post Ready. Reste à voir si le mois prochain ça marchera encore. Au niveau des advisories, si, un point qui est intéressant concernant SHA-1, Microsoft arrête donc le support de SHA-1 pour ses propres autorités de certification Racine. Voilà. Sinon, One spécial. Qu'est-ce qui est intéressant? Windows 8 par contre c'est fini en termes de mise à jour de sécurité. Donc si vous voulez des mises à jour de sécurité et que vous utilisez encore Windows 8, il faudra passer à Windows 8.1 ou revenir à Windows 7. Ou passer à Windows 10. Ou revenir à Windows 7. Windows 7 qui en a pour longtemps encore? Le support normal est fini et là on est sur l'étendue je crois. Et donc parce qu'en fait ça va pas durer très très longtemps. Quelques années, ouais. Faut penser à initier des projets de migration. Oui. Donc si vos caisses étaient passées récemment de Windows XP à Windows 7, je connais le cas. Pensez à changer. Non mais après tu as le support étendu, payant, très cher, sur X années. Ouais. Un petit outil assez pratique qui est Policy Analyzer qui permet d'auditer les GPO. Donc ça peut toujours être intéressant pour des administrateurs Windows. Notamment pour voir des incohérences ou des différences entre deux GPO que vous appliqueriez à deux groupes différents pour voir s'il n'y a pas des petites erreurs, s'il n'y a pas des settings en double ou qui se contredisent, ce genre de choses. C'est complémentaire à un autre outil qui avait été présenté le mois dernier, je crois, qui est AD-ACL Scanner, qui permet de scanner les ACL donc sur un domaine Active Directory. C'est très pratique vraiment pour auditer son domaine. En termes de vulnérabilité, PayPal, oui, quelques exécutions de code. Ensuite, bon, cPanel, qui est un outil qui permet en gros de faire du management de son hébergement web, a une vulnérabilité qui est un petit peu gênante, qui est une exécution de code. Et ça peut être très problématique parce qu'on a présenté il y a quelques mois un hébergeur qui s'appelle 000 Web Hosting, un truc comme ça, qui avait été piraté à cause de cPanel et qui avait perdu énormément de clients ou de sites qui avaient été écrasés à cause d'une exécution de code à partir de cPanel. Donc c'est plutôt à prendre en compte parce que potentiellement ça peut avoir un impact assez important. Je vais sauter la première, c'est une vulnérabilité sur Trend Micro. Bon.
La deuxième est assez intéressante et elle illustre en fait un point qu'on verra tout à l'heure, puisque le directeur de la TAO, qui est la branche offensive de la NSA, donc les pentesters, la Red Team de la NSA, a fait une présentation à une conférence et a émis un certain nombre de recommandations pour se protéger d'eux. Bon, en effet, on verra. Mais surtout, ce qu'il disait, c'est que la NSA a le temps. C'est pas comme un audit où on est contraint en 3, 5, 10 jours, c'est qu'eux ils ont le temps, ça peut durer des semaines, des mois, des années. Et il y a toujours un moment où on trouve une vulnérabilité, et donc le SI est vulnérable parce qu'il n'a pas encore été mis à jour. Et donc ça a été le cas avec cette vulnérabilité que nous avons utilisée il y a une semaine, qui vise l'antivirus McAfee. Alors McAfee apparemment communique sur le fait que ce n'est pas une vulnérabilité. C'est une erreur de déploiement. En gros, quand vous avez McAfee, vous avez un système qui permet de mettre à jour l'antivirus, et ça utilise apparemment un compte de service. Ce compte de service est chiffré. Donc en fait là, je vous ai mis un exemple de conf. En vert, c'est le mot de passe vide, c'est pour ça que je ne l'ai pas grisé. Et là, vous avez le vrai mot de passe du client, mais bon, grisé, chez qui nous avons vu ça. Et lorsqu'il va faire sa mise à jour de sécurité, fait des requêtes DNS pour récupérer tout simplement le nom de domaine, McAfee, je ne sais pas quoi, pour la mise à jour. Il est possible donc de faire de l'usurpation au niveau du DNS, voire de bloquer DNS, et dans ce cas-là, sous Windows, ça rétrograde dans un autre protocole qui est NBNS, donc NetBIOS Name System, qui fait du broadcast UDP pour de la requête de nom. Et donc dans ce cas-là, on peut faire du spoofing, de l'usurpation, répondre ce qu'on veut. Donc rediriger finalement la connexion vers l'IP de son choix, donc par exemple un serveur qui écoute sur ce port-là. Et c'est ce que nous avons fait là, donc avec un outil qui s'appelle MDNS Responder, qui est très utile en Python. Et à ce moment-là, donc le client McAfee essaie de s'authentifier. Donc au début, il essaie de faire une authentification sûre avec un challenge. Et là, cet outil dit tout simplement « Ah bah non, moi je sais pas faire les authentifications compliquées, moi je connais que le basic auth, donc il faut que tu m'envoies ton login et ton mot de passe, parce que moi je connais que ça. » Donc bien sûr, le client s'exécute et envoie le login et le mot de passe. Donc je sais pas si c'est visible, parce que là c'est un petit peu loin, c'est peut-être petit, mais on voit donc le login du compte qui était un McAfee service et le mot de passe que nous avons dissimulé. Et du coup, il faut simplement préciser que d'après McAfee, effectivement, dans les bonnes pratiques de déploiement, un compte en lecture seul suffit, vu que c'est fait pour chercher une version sur un serveur. Simplement, c'est pas toujours le cas. D'après les témoignages que j'ai vus sur Twitter, la plupart des gens ont constaté que ces comptes-là étaient en fait des comptes administrateurs du domaine. Donc là, vous avez en gros le compte admin du domaine avec le mot de passe. Dans notre cas, ce n'était pas un compte admin du domaine, c'était un compte à fort privilège qui nous permettait de nous connecter sur les DC en tant qu'admin local des DC. Bon, bah, donc là, en gros, c'était gagné. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était lundi matin, donc il y a une semaine, on avait fait un audit d'une tablette Windows Surface Pro 4 pour un client, sous Windows 10, chiffré, on n'avait pas trouvé grand-chose, enfin c'était plutôt solide. Sauf que le matin, juste avant de rendre le rapport, on a vu ça sortir, on l'a exploité, et donc là, bah, on a pris le contrôle total de la tablette. Donc il y a toujours un moment où le SI est vulnérable, même si on respecte toutes les bonnes pratiques. C'est pour ça qu'il faut, on reparlera des recommandations, mais aussi avoir de la surveillance au niveau sécurité. Bon, les antivirus, on en parle maintenant quasiment tous les mois, je pense que c'est la mode. Oui. Mais bientôt on aura fait le tour de tous les antivirus qui existent, hein, donc je pense qu'on est bientôt tranquille. Alors, pas mal d'antivirus reprennent le navigateur Chromium, ça, la version, oui, c'est la version open source de Chrome, décident de faire leur propre navigateur avec et désactivent toutes les fonctions de sécurité. Donc c'est le cas de Komodo, c'est Avast, qui a désactivé pas mal de... c'est les deux. Non, c'est Komodo, ce que je disais. C'est Komodo. Ouais, Komodo qui a désactivé en gros la plupart des fonctionnalités de sécurité de Chrome pour livrer son navigateur notamment la sandbox. Durci, notamment la sandbox. Et Avast, c'est à peu près la même chose. Donc le navigateur fourni par Avast est beaucoup moins sûr que celui de Google. Globalement, pour les deux, il y a exécution de code à distance hein, sur le navigateur à partir d'une page web, plus récupération, enfin bypass de la Same Origin Policy. Donc ça veut dire que vous naviguez sur un site malveillant, en utilisant un de ces deux navigateurs, il peut récupérer vos jetons de session pour Facebook, Gmail, enfin pour l'ensemble des sites que vous visitez. C'est-à-dire qu'on a quand même des solutions de sécurité qui sont censées améliorer la sécurité, qui là empirent les choses. Petite vulnérabilité assez rigolote. C'est SOCAT, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'équivalent de CAT et qui permet d'utiliser les sockets et donc de communiquer sur le réseau, donc de faire un CAT sur le réseau qui utilise TLS et donc qui utilise pour la négociation des clés d'Iffy-Hellman un nombre premier qui en fait n'est pas premier, donc ce qui permet de le factoriser très facilement et donc de casser le chiffrement. Je vous ai mis un lien vers le diff donc de la correction. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le nombre est totalement arbitraire, personne ne sait, enfin la valeur. Le nombre non premier est totalement arbitraire, personne ne sait qui l'a fixé, mais donc vous avez une valeur comme ça.
sur laquelle est basée toute la sécurité. Oui, OpenSSH, je crois. C'est fait exprès ou c'est un accident? On ne sait pas. On ne sait pas et on le saura jamais. Ensuite, sur OpenSSH, donc c'était le mois dernier, peu après la réunion de l'OSIR, il y a une vulnérabilité qui a été identifiée dans une fonction qui s'appelle la fonction de roaming. Donc normalement, c'est une fonction qui est en cours de développement et qui est utilisée pour reconnecter automatiquement si par exemple vous avez une session SSH et il y a une coupure réseau. Il se trouve que la fonctionnalité, elle n'est pas implémentée côté serveur, mais elle était déjà côté client. Et que du coup, il y avait un buffer overflow, et ainsi, si on se connectait à un serveur SSH malveillant, il pouvait aller lire des portions de la mémoire sur le client, et notamment récupérer les clés privées. Donc c'était quand même assez embêtant. Donc ça a été patché, et par ailleurs, il suffit de préciser, de désactiver cette fonction roaming dans la configuration de OpenSSH. En tout cas, c'était quand même assez moche. Ensuite, sur les mises à jour de driver Intel, donc il y a un logiciel qui vous propose pour Windows pour aller vérifier s'il n'y a pas un nouveau driver pour votre carte graphique ou votre carte son. Ce qui a été identifié, c'est que les fichiers sont récupérés en HTTP, et que du coup, par une attaque type man in the middle ou position du singe intercepteur, on pourrait faire passer un autre binaire signé et du coup exécuter du code sur la machine de l'utilisateur. Et dernier point, injection SQL dans Symfony, donc j'étais assez étonné de voir ça. Néanmoins, c'est sur la page qui permet d'ajouter un utilisateur, donc c'est quand même c'est pas une page forcément publique. Donc voilà, mais c'est une injection SQL qui a l'air assez triviale. Alors ça, on en a beaucoup parlé, la fameuse backdoor de Fortinet. Donc un anonyme a publié sur Setlist, voilà, sur Full Disclosure, un petit article expliquant qu'il y avait une backdoor sur les firewalls Fortinet. En fait, ça dépasse le périmètre des firewalls Fortinet, ça va jusqu'à leurs switch, à leurs équipements de SIEM. Enfin, vous avez la liste de tout ce qui est impacté ici. Et en gros, c'est juste un compte qui s'appelle FortiManager Access avec un mot de passe en dur, codé. Et bien sûr, compte qui n'est pas accessible depuis la console de management ni depuis le firewall. Donc ça a été décrit comme une backdoor. Fortinet a communiqué sur la chose en disant que c'était pas une backdoor, mais que c'était un oubli d'un compte de, je sais plus, d'administration ou de management. Enfin bon, voilà, communication classique. Ce qui est intéressant, c'est que je me suis amusé à regarder sur Shodan le nombre de firewall Fortinet qui étaient accessibles en SSH depuis Internet. Il y en a quand même beaucoup, dont 260 en France. Donc j'espère que ces gens n'ont pas été exploités. Vous avez le code d'exploitation qui est fourni avec le site. Enfin, vous avez tout pour exploiter la vulnérabilité et ça marche très bien. Oui, on m'a confirmé que ça marchait. C'est juste un compte pour se loguer. Donc en fait 2016, c'est l'année des backdoors. Et on enchaîne avec ma backdoor préférée de ce début d'année. Juste avant, c'était mis à jour ou pas le truc de Fortinet? C'était mis à jour. Ça a été corrigé assez rapidement. Après, ça veut dire qu'il faut que tu mettes à jour tout ton parc de firewall et Forti étoiles. Et donc je disais, Armand Cardon, donc qui par sa filiale AMX fait des solutions de visioconférence. Et des chercheurs ont décidé d'auditer la solution de visioconférence qui au passage se trouve dans des salles de conférence de la Maison Blanche. Enfin, c'est pas ce qu'on trouve n'importe où, c'est quand même assez costaud. Et des chercheurs ont trouvé un compte appelé Black Widow. Donc Black Widow, c'est l'héroïne de Marvel dans des Avengers. C'est aussi une araignée, hein, c'est la veuve noire, je crois. Oui. Et un avion. Mais je préfère celle-là. Donc en fait c'est un compte qui permet de s'authentifier sur la solution, compte bien sûr caché, avec des possibilités en plus comme de la capture réseau, donc de la capture de trame, les envoyer ailleurs, voilà. Ce qui n'est pas permis à un administrateur normal. Donc les chercheurs ont communiqué avec l'entreprise, AMX, qui a mis 7 mois pour répondre, qui a corrigé la vulnérabilité en renommant le compte I am Batman. Si ça c'est pas une backdoor, Batman. On a remis aussi quelques routeurs SOHO parce que il y en a quasiment tous les mois. La plupart du temps on les omet parce qu'il y en a tellement. Donc là c'est Netgear. Encore beaucoup de vulnérabilités sur les routeurs et bornes Wi-Fi Netgear. Ça va du XSS à l'exécution de code en faisant télécharger un binaire ailleurs. Enfin c'est vraiment catastrophique. Là, TP-Link, c'est assez rigolo. C'est le mot de passe qui permet d'administrer le boîtier. En fait, c'est la fin de l'adresse MAC. C'est-à-dire que si vous connectez sur le réseau, enfin si vous voyez ça sur un réseau Wi-Fi, vous pouvez récupérer donc la MAC du hotspot et puis vous connecter dessus en admin. Faut le changer. C'est pas pire qu'un admin qu'il faut changer. Personne le change. Enfin, la plupart des gens ne le changent Si on pas. peut le changer, on peut pas le reprocher à l'éditeur.
C'est un peu l'équivalent de ce qu'on avait vu avec WSUS il y a quelques temps, non? Ouais, ouais, ouais. Donc l'injection de lignes de commande via la mise à jour. Après, c'est quand même c'est compliqué à exploiter, mais une fois qu'on a l'exploit, c'est très facile à utiliser. Et c'est-à-dire que les mises à jour contiennent un certain nombre de champs et de paramètres, dont un qui est passé en paramètre à l'exécution de la mise à jour. Donc la mise à jour en soi ne peut pas être compromise, puisqu'elle est signée par Apple, etc. Mais par contre, ce que vous mettez après, donc le paramètre, c'est là où vous mettez par exemple le et commercial, et puis une commande, typiquement PowerShell, comme l'a présenté tout à l'heure Arnaud, avec un PowerShell et un agent, ce sera exécuté, vous prendrez le contrôle du poste. Enfin, pas du PowerShell du coup, vu que c'est chez Apple. Mais non, mais c'est sur Windows ça. Ah, c'est le. D'accord. C'est le software update de Windows. J'imagine ok. aussi. Ça doit être la même chose sur la version Mac. J'imagine non. aussi. Non, c'est pas la même chose. C'est intégré au système d'exploitation, je pense, sur macOS. D'accord. Ah, là, ça, je l'ai vu sur Windows. L'exploitation, c'est sur Windows. Donc voilà, PowerShell. Ouais. Quelques vulnérabilités, non, c'est laquelle? Ah oui, la deuxième est assez rigolote aussi. C'est une vulnérabilité sur uniquement les Android à base de CPU Mediatek. Où en fait, apparemment, c'est une fonctionnalité de debug oubliée, mais qui permet à n'importe quelle application de devenir root. Je sais pas si c'est encore une backdoor ou un oubli. On voit quelques vulnérabilités sur Android, dont la fameuse librairie StageFright, qui est la librairie multimédia de Google, qui dispose de pas mal de vulnérabilités depuis quelques mois et qui sont exploitées. Le dernier point rapidement sur PGP, ce qui paraît évident, mais quand vous communiquez avec PGP, vous avez une information qui est communiquée à chaque fois, qui est le PGP Key ID. Et lorsque vous utilisez PGP de façon anonyme en essayant de, comme le faisait par exemple Snowden, pour ne pas être repéré, en fait, vous leakez, vous faites fuir cette information qui peut être croisée, corrélée avec d'autres communications que vous avez, et en croisant les gens avec qui vous communiquez, on peut retrouver votre identité. Apparemment, Dridex, le serveur de command control de Dridex aurait été piraté. Et en plus, la personne poussait sur tous les clients infectés par le virus une mise à jour, l'antivirus Avira. Donc, est-ce que c'est Avira? Avira dit que ce n'est pas eux. Ouais, est-ce que c'est quelqu'un qui n'aime pas Avira? Sur le suivant, c'est un article assez intéressant. C'est des gens qui ont fait un honeypot de POS, donc Point of Sale, c'est-à-dire les caisses enregistreuses qu'on retrouve parfois exposées sur Internet. Donc ils ont fait une fausse boutique avec une fausse interface en RDP, avec un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ils ont enregistré tout le trafic et ont regardé ce que les gens faisaient. Donc c'est assez rigolo de voir ce qu'ils ont fait. C'est au bout de 2 heures qu'ils ont eu la première connexion sur le RDP. Ah oui. Ouais. Un petit bilan rapide sur le piratage de TalkTalk. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une entreprise qui a été piratée il y a quelques mois. C'est au Royaume-Uni, non? Oui, une entreprise anglaise. Et au final, ça leur a fait perdre quasiment 100 000 clients. Et au total, je trouve les chiffres élevés, ça leur a coûté 65 millions de livres, en comptant tout ce qui est remédiation, reconstruction, intervention sur le moment, etc. Donc je sais pas, le chiffre me paraît énorme, mais bon. Ça, tu l'as mis, je crois. Ah oui, tu l'avais. Une autre backdoor assez rigolote, c'est Lucky 7 Coin, qui est un outil de minage de Bitcoin, qui en fait contient une backdoor assez bien dissimulée, qui en fait permet de prendre le contrôle du poste, exécuter du code depuis un canal IRC. Excuse-moi, c'était quoi le secteur d'activité? C'est un opérateur mobile. Comme Orange, SFR, Bouygues, ils vendent des abonnements téléphoniques. Et peut-être fixe aussi, je sais pas. Je crois qu'il y avait aussi un truc de chat, non? Un type WhatsApp, mais version TalkTalk, non? Je sais pas. Pour la question d'arithmétique que tu posais, ça fait pas cher, hein, c'est 650 livres par client. Bah si, c'est cher. Ça fait 1000 € le client quand même. Perdu? Je pense que leurs marges sont quand même assez faibles et du coup 650 € par client, je trouve que c'est cher. Oui, c'est conséquent. Ah oui. Oui. Il faut voir par rapport au nombre de clients total. Mais ça fait quand même une perte aussi de clients assez importante. Ouais. 100 000 clients, c'est pas négligeable. DDoS, je passe rapidement, bon, il y en a tout le temps. Une étude de Kaspersky, je suis désolé, on l'a oublié, qui date de septembre, je crois, mais qui finalement est assez intéressante sur le DDoS, avec beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques sur leurs clients. Après, ça reste un éditeur de solutions de sécurité, mais ils ne sont pas spécialisés dans le DDoS, donc on peut faire confiance à leurs chiffres. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a quand même
quasiment 7% des DDoS qui durent plus d'une semaine, c'est quand même assez important, et 12% des DDoS qui viennent de concurrents. Oui, Mais comme- on peut peut-être rajouter qu'il y en a qui durent des mois, et on salue l'Indonésie. Donc, vous nous avez pas encore fait tomber, donc allez-y, continuez. Qui DDoS le site de l'OCIR depuis... Non, mais d'abord, c'est pas un concurrent. Ah bah ça, on n'en sait rien. Il y a peut-être une D'accord, association. il y a une association. Donc il y a une association concurrente qui n'arrête pas d'attaquer l'OCIR. Nous avons peut-être parlé d'eux durant une revue et ils n'ont pas apprécié. Donc. Et on les salue. Ouais, franchement, je vois pas du tout qui ça peut être. Ok, sur la partie système industriel, bon, il n'y a rien de très étonnant, pas mal de vulnérabilités donc sur les équipements Advantech, donc des passerelles GSM Ethernet avec des clés SSH qui sont hardcodées. Là aussi, le bulletin est assez rigolo sur la partie IHM Web parce qu'il y a à peu près toutes les vulnérabilités qui peuvent exister, contournement de l'authentification, enfin il y a tout, c'est simple, il y a tout, donc je vous invite à regarder. Sur les UPS, donc sur les onduleurs de General Electric, il y avait de l'injection de commandes via des trames SNMP, donc là aussi c'est un peu embêtant, puisque ça veut dire qu'on peut les éteindre et porter atteinte potentiellement à la disponibilité. Et une vulnérabilité sur les automates Siemens S7500, qui sont les nouveaux automates qui normalement sont quand même mieux sécurisés. Et du coup, il y a 2 vulnérabilités dans ce bulletin, dont une qui a été trouvée par Amosis, je crois. C'est pour ça que j'ai mis le petit drapeau. Donc c'est du déni de service principalement. Toujours dans les pompes à insuline, on en avait déjà parlé, mais là il y a un nouveau bulletin qui est paru ce mois-ci, donc sur d'autres modèles avec des buffers overflow, donc potentiellement possibilité, si elle est connectée au réseau, d'injecter plus d'insuline que prévu, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Il y a également une conférence que j'ai mis là dans la partie SCADA parce que bon, elle est assez spécifique. C'est organisé par une société qui s'appelle Digital Bond. Ils font une conférence de sécurité à Miami en janvier chaque année qui s'appelle S4. C'est la première fois qu'il y en a une en Europe, donc ce sera à Vienne les 9 et 10 juin. Le CFP est ouvert. Ils répondent très vite. Hein. J'ai eu un refus en moins de 24 heures, donc je vous invite à candidater. Ils sont vraiment réactifs, donc c'est plutôt bien. Et la dernière présentation, elle est assez intéressante. C'est pas forcément une présentation technique sur comment on met en place un man in the middle, mais c'est plutôt quels sont les impacts et comment est-ce que par des indicateurs de production on peut détecter qu'il y a un man in the middle en place sur un réseau Ethernet IP, qui est un réseau IP légèrement différent qui est utilisé par certains constructeurs d'automates. Enfin, s'ils ont refusé ta soumission, n'y allez pas. Hein. Si, je pense que c'est bien. Internet des objets, alors première partie, un petit article de Rapid7 où il montre que la dernière peluche connectée de chez je ne sais plus quelle société dispose un site web où on peut s'enregistrer pour configurer son nounours, et que bon, c'est pas très sécurisé puisque là aussi, comme dans le cas VTech donc on avait présenté, on va pouvoir récupérer les profils et toutes les données des gens. Et le deuxième, c'était une montre qui géolocalise, donc qui permet de voir aux parents où sont leurs enfants. Et là aussi, possibilité pour n'importe qui d'aller voir où sont les petits-enfants, donc c'est pas forcément une bonne idée. Et la deuxième, c'est sonnette. C'est une sonnette, oui, c'est pas j'ai une corrigé. serrure. Non. Ah, je croyais que c'était une serrure. Une sonnette connectée qui en fait est juste un châssis en plastique avec 2 petites vis. Vous pouvez déconnecter les petites vis. Derrière, il y a un bouton qui permet de la transformer en hotspot. Vous vous connectez dessus, hotspot ouvert, vous vous connectez dessus et vous avez un portail web qui vous donne toute la configuration, dont la clé Wi-Fi qui connecte la sonnette au réseau Wi-Fi du domicile. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils savent que ça peut se démonter facilement, vu que quand on l'achète, il y a une assurance qui le remplace si on se la fait voler. Je sais pas si donc c'est vraiment, ils savent qu'on peut les piquer facilement. Non, mais enfin, en gros, encore une fois, les objets connectés, c'est une véritable catastrophe en termes de sécurité. Ouais, un bouchon et une ficelle, et on s'amusait très bien avec ça. GPS spoofing, donc là c'est une histoire où ils expliquent comment on peut et quels sont les éléments techniques qui peuvent expliquer le fait qu'on arrive à faire du spoofing GPS, notamment sur le service GPS militaire qui normalement est chiffré. Et cependant, il semblerait que l'Iran ait réussi à dérouter un bateau américain pour l'intercepter dans ses eaux territoriales. Et du coup, ils expliquent que quand on fait du GPS militaire, il y a besoin de distribuer des clés, que parfois il faut les remplacer, que c'est pas facile sur des terminaux qui sont pas connectés, et que du coup, souvent, soit quand il y a un déni de service, soit quand on n'a plus les bonnes clés, qu'est-ce qu'ils font les militaires? Ils utilisent le GPS civil. Et voilà. Le premier, je l'ai pas lu. Ils ont un départ sur le GPS, les Iraniens. Oui, ils avaient déjà fait qu'un drone, hein, je crois, pour En intercepter fait, un ils drone. avaient déjà émis des faux signaux GPS pour falsifier la position du drone. Ouais.
pour que le drone atterrisse en Iran en se croyant en Afghanistan. Oui, ça. c'est vrai. Ils ont réussi à le récupérer. Quelle magnifique introduction pour la suite. La NASA a été piratée par Anonymous, et on va parler de drones justement. Apparemment, le piratage durait depuis des mois, voire des années. De ce que j'ai lu, les Anonymous auraient récupéré un accès d'un autre hacker. Je ne sais pas s'ils l'ont acheté ou s'il a été donné, mais en gros, on leur a communiqué un accès. À partir de là, ils ont fait donc de la prise d'empreinte classique que nous on réalise en quelques jours, sauf que là, ils ont fait pendant des mois, ce qui leur permet de cartographier tout le réseau, de savoir quelles étaient les ressources sensibles, etc. Ils sont tombés sur des NAS sur lesquels ils ont pris le contrôle. Donc ils ont exfiltré un certain nombre de données, donc des données personnelles sur les employés de la NASA, des plans de vol, des vidéos, un plan de vol de drones, mais surtout ils se sont rendus compte que certains plans de vol de drones n'avaient pas encore été effectués, et se sont rendus compte que ces plans de vol étaient les futurs plans de vol des drones. Donc ils ont essayé de modifier des plans de vol de drones pour cracher ou se faire perdre des drones, ce qui a en partie marché, puisque des opérateurs de drones ont vu que les drones partaient un peu n'importe où, ont réussi à récupérer les drones et à les faire revenir aux États-Unis. C'est plutôt intéressant à voir. Ouais. Comment ils ont été détectés? C'est Anonymous qui a balancé en disant on a vos infos, etc. Ou c'est au bout de quelques années? Je sais pas. Je pense que si ça a duré quelques mois, voire années, je pense qu'ils n'ont juste pas été détectés du tout. C'est quand il y a eu des problèmes sur les drones Ouais, qu'ils c'est ont dû peut-être quand il y a eu investiguer. des problèmes avec les drones, ils ont investigué et trouvé quelque chose. Mais encore une fois, voilà, souvent les compromissions durent des mois et des mois sans que personne ne les détecte. C'est pas l'histoire de justement du drone qu'ils ont essayé de cracher et c'est comme ça qu'ils Si, c'est ça. Si, c'est ça, ils ont essayé de le cracher. Ouais. donc c'est comme ça qu'ils ont vu que Ils ont essayé de le cracher dans l'océan Pacifique, je crois. Ouais. Oui, c'est ça. Et donc un opérateur a vu que le drone partait n'importe où, a réussi à le récupérer. Et je pense que oui, effectivement, ils ont diligenté une enquête. Et, voilà. Quelques nouveautés. J'ai essayé de faire un mini point rapide sur l'état des lieux sur SSL et les condensats associés. Parce que Firefox a annoncé faire machine arrière par rapport à l'arrêt du support de SHA-1. Alors, je ne sais plus jusqu'à quand il le supporte, mais il devait arrêter le support en janvier, il le prolonge un petit peu. Quant à Edge, donc le navigateur de Microsoft, c'était jusqu'à ce 1er janvier pour les certificats de développeurs et janvier 2007 pour les certificats de serveurs. Et sur SSL, en fait, prochainement sur Chrome, lorsqu'il n'y aura pas de chiffrement SSL, vous aurez un petit cadenas avec une croix rouge. Bon, là c'est gros, mais en fait c'est tout petit dans le navigateur, donc je pense que personne n'y fait attention. Un article aussi intéressant, c'est que la NSA a publié un article sur ses préconisations en termes de chiffrement pour le gouvernement. Donc il recommande AES 256, du SHA-2 384 et RSA avec des clés de 3072. Et dans l'article aussi, ils annoncent préparer l'ère post-quantique, parce qu'aujourd'hui les ordinateurs quantiques commencent à arriver, alors pas sur les adiabatiques, mais pas les universels. Et les adiabatiques, je crois, sont spécialisés dans la recherche de minimum ou de maximum. Donc ça ne permet pas encore de casser le chiffrement, mais un jour on y arrivera. Donc à ce moment-là, il faudra changer les modes de chiffrement. Donc la NSA s'y prépare. Bon, si vous avez l'habitude d'utiliser OpenSSL pour vérifier les certificats depuis Windows, vous avez ici un petit outil en PowerShell qui vous permet de faire la même chose, mais sans utiliser OpenSSL. Un certain nombre d'outils sur le pentest. Donc le premier, un framework pour auditer Modbus. Ça permet de faire un certain nombre de choses. C'est pas révolutionnaire, mais c'est bien packagé. Et surtout, ça a été fait en Python avec Scapy, ce qui permet de l'interfacer et de développer de nouveaux modules assez facilement si on veut faire du fuzzing un peu plus avancé. Le suivant, c'est un outil d'entraînement à l'injection SQL sur MySQL avec un certain nombre d'exemples qu'on peut tester. Et ensuite, Matrix, un plugin d'Ember pour tester le cloisonnement entre utilisateurs. Et Inveg, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui est en fait développé en PowerShell et qui propose les mêmes fonctionnalités que Responder que tu présentais tout à l'heure, donc de l'interception de requêtes type NBNS et LLMR, c'est ça directement en PowerShell et qui est intégré, je ne sais pas si vous l'avez vu quand je listais les modules, c'est intégré désormais dans Empire. C'est-à-dire que vous pouvez dans ce cas-là rentrer dans un réseau et faire le type d'attaque qui a été réalisé là depuis Empire. Depuis un poste client. Et ça, Responder, ça marche très très bien. Enfin, moi, je l'ai déjà utilisé en audit. On se fait passer pour le proxy, on récupère toutes les requêtes. On dit qu'on sait faire que de l'authentification basique et on récupère les mots de passe en clair. Plein de spécial.
Alors ça, en fait, on en avait parlé le mois dernier, donc ça a été remis, mais c'est pas grave, c'était juste le diff Mimikatz qui permet de signer, donc d'exploiter la vulnérabilité MS1468 pour signer les tickets Kerberos. En fait, avant, on laissait une petite blague qui est un petit cœur pour l'ANSI dans la signature dans le ticket, et là aujourd'hui, on peut paramétrer ce que l'on veut dans le ticket, donc il n'y a plus d'éléments qui permettent de détecter ça sur un réseau. Exactement. Et il y a deux autres améliorations. La première, c'est l'extraction des données du Vault. Donc le Vault dans Windows, c'est là où ils vont stocker par exemple vos mots de passe web quand vous dites se souvenir de ce mot de passe. Donc ça peut être intéressant. Une fonctionnalité de compression. Je n'ai pas encore compris trop à quoi elle servait. Mais finalement, si vous voulez envoyer Mimikatz comme payload et que vous voulez limiter la taille, c'est possible de le compresser. Tu utilises UPX? Oui. Pour le paquet, oui, pourquoi pas. Et Cube's Windows Tools en open source, ça c'est toi qui l'as mis, je pense. Oui. Et ça c'est super intéressant. Donc Cube, c'est un système d'exploitation sécurisé qui prône le cloisonnement entre différents environnements. Comme beaucoup de gens veulent l'utiliser avec des machines Windows pour pouvoir avoir Office, Exchange, un environnement bureautique classique, c'est l'équivalent de ce qu'on a sous VMware ou sous VirtualBox, des outils qu'on doit installer dans la machine virtuelle pour pouvoir l'utiliser en plein écran ou avoir toutes les ressources graphiques. Et ça, c'était le seul élément qui n'était pas open source. Donc moi, je soupçonnais un peu qu'il y ait des choses pas très nettes dans ces drivers. Donc maintenant, c'est en open source. Donc si quelqu'un a le courage, il peut les auditer. Emmet 5.5 final vient de sortir. Donc Emmet est un outil de durcissement gratuit fourni par Microsoft, recommandé par la NSA, qui permet en gros d'activer un certain nombre de protections sur les applications qui n'en disposent pas, comme pour empêcher les buffer overflow ou integer overflow, etc. Les principales nouveautés, c'est que ça supporte Windows 10 et surtout il y a des améliorations au niveau des GPO. Et donc si vous utilisez Emmet version précédente, je vous recommande de mettre à jour très rapidement parce qu'on trouve déjà dans la nature des fichiers doc chinois qui exploitent en fait, qui exploitent une vulnérabilité de Word, mais surtout qui arrivent à contourner les versions précédentes d'Emmet. Aussi VirusTotal qui à présent supporte le scan de firmware. Donc à présent, ils arrivent à scanner donc des binaires pour Windows, pour macOS et maintenant des firmware. Bon, Suricata et Coucou Sandbox. Deux outils assez intéressants pour faire du forensic en PowerShell. Je sais plus, l'un des deux ressemble beaucoup à Slutkit pour ceux qui connaissent, qui est un outil qui permet de récupérer pas mal d'éléments et de traces sur un système Windows. Un autre outil pour visualiser les prefetch, c'est-à-dire les informations d'exécution de chaque programme qui permet d'optimiser son exécution. Donc Windows Stock, c'est une espèce de petite base de données qui contient des éléments pour accélérer les programmes. Et donc le format sur Windows 10 et 8 était différent, donc là c'est un petit outil qui permet de les visualiser. Et donc j'en parlais tout à l'heure pendant la présentation d'Arnaud. Ça c'est un article qui vous donne quelques bonnes pratiques pour essayer de se prémunir des attaques avec PowerShell. Donc c'est principalement de la supervision, il y a aussi un peu de durcissement en termes de politique d'exécution de PowerShell, mais c'est principalement des events à configurer et surtout à surveiller, à activer et à surveiller. Alors, NBS qui est un hébergeur parisien, principalement spécialisé dans Linux avec son offre Cerberus d'hébergement sécurisé, a été racheté par Oceanet. Et ce qui est rigolo, c'est que... Vous avez présenté Naxi dans Reverse Proxy à Dossier. Oui, tout à fait. Thibaut était venu présenter... Faire une présentation sur DDR de... Oui, il y a longtemps. Oui, tout à fait. Et donc ce qui est rigolo, c'est que Oceanet est un spécialiste de l'hébergement Windows et NBS, ça veut dire No Blue Screen System. C'est plutôt rigolo. Ensuite, les managers français apparemment sont parmi les plus mauvais. En gros, souvent, ils n'ont pas d'autorité, sont considérés un peu comme des petits chefs, mous, et n'arrivent pas à définir clairement des objectifs pour les employés. C'est quoi le rapport avec la sécurité? C'est peut-être une des raisons de l'échec de la sécurité en France, c'est du fait des managers. C'est à cause de la sécurité que Carrefour arrête son site marchand qui marche. Pourquoi j'ai mis... Le site marchand qui fait Tu perds ton produit, quoi. Non, ils arrêtent. T'as reçu des bons de réduction? Je sais pas. On est dans business. Oui, voilà. Donc le Safe Harbor a été annulé par la Commission européenne donc il y a quelques mois. Non, c'est Cour européenne
européenne de Par la justice. Cour Oui, la Cour européenne de c'est justice. pas par la Commission Oui, européenne. pardon. Effectivement, donc le Safe Harbor a été annulé par la Cour européenne de justice, ce qui posait pas mal de problèmes pour les entreprises vis-à-vis des données du transfert de données personnelles entre la France et les États-Unis. Donc là, il y a le Privacy Shield qui a été proposé et qui pourrait remplacer le Safe Harbor. C'est pas le point de vue pour le coup de la Commission européenne et des eurodéputés et surtout de la CNIL, Ah oui. qui est dirigée par la France actuellement, enfin par la présidente de France, niveau CNIL, pour ceux qui ne suivent pas, et qui les CNIL disent, les CNIL européennes disent, on attend de voir pour pouvoir se prononcer, mais en l'état ils ne sont pas rassurants. Parce qu'en fait, il n'y a pas de contenu. En fait, on a juste dit il y a un truc, mais on n'a pas encore le contenu qui est fait. Et Max Schrems, donc la personne qui a porté plainte pour arrêter le Safe Harbor, a déjà prévu de reporter plainte par rapport à ce qui est écrit. Les députés américains se félicitaient que ce soit passé parce qu'en fait ça attaque directement leur business. C'est ça. Et surtout ça leur permettrait de protéger les entreprises américaines de législation européenne. Et il est évident que les députés américains disent nous on préfère privilégier nos entreprises plutôt que les citoyens européens. Évident. Jusque-là ça a tout son sens. Et pour l'instant, c'est simplement un wait and see, parce qu'ils laissent passer les choses, mais officiellement, On est encore loin de la fin. On en reparlera le prochain mois. Ah oui, patent troll. Apple apparemment devra payer 625 millions de dollars à Virnetix. Aucune idée de ce que c'est que cette entreprise, mais bon, qui dispose apparemment d'un brevet qui impacte Apple. Patent troll aussi. Google a payé donc en 2014 apparemment 1 milliard de dollars à Apple pour une petite barre de recherche sur ses terminaux mobiles, pour lesquels apparemment Apple avait un brevet. Ça fait 1 euro par terminal. Ça fait un peu cher. Ils ont 1 milliard de terminal Apple en fonctionnement. ST Micro, pas mal de suppression d'emplois à venir. On attaque directement les blagues. Oui. Bon, vous avez donc tous entendu parler du nouveau sujet, enfin du renouveau sujet sur le système d'exploitation souverain. Et ce qui est rigolo, c'est que l'ANSI est poussé par les politiques, alors que l'ANSI n'est pas forcément pour, voire pas du tout. Donc après le système d'exploitation, on a eu le droit au clavier souverain, donc peut-être basé sur le BEPO, donc le clavier avec un B et un E accentué, puisqu'apparemment l'AZERTY ne convient pas à nos chars politiques, puisque les accents sont compliqués à taper. Puis j'ai trouvé ça rigolo aussi, un amendement qui n'est pas souverain, mais je l'ai rajouté pour le fun. Certains députés qui voudraient interdire des liens hypertextes si on n'a pas le consentement de l'auteur du site vers lequel le lien... Ça va casser Internet. Hein. Ça va un peu casser Internet. Il va falloir revoir le BEPO parce qu'avec le décret de 1990 qui vient d'être appliqué en 2016, De toute façon, il n'y a plus d'accent, donc c'est fini. c'est des ovnis. C'est ça. Le deuxième, je crois que c'est une jurisprudence sur le fait que les employeurs peuvent regarder les communications des employés, donc sauf le fameux répertoire personnel. Pardon ? C'est un faussaire. Le nom de l'entreprise ? Ah oui. Entreprise. mais ça fait longtemps qu'il y a des jurisprudences là-dessus. Et même sur le truc Mais je crois qu'elle a été particulièrement importante, celle-là. Je ne sais pas pourquoi, mais... Moi, il me semblait que maintenant, il fallait marquer perso au début de SMS. Non, mais ça n'a jamais marché. Ça n'a Ah oui. jamais tenu devant la loi. Bah là, en tout cas, c'est un employé qui a attaqué son entreprise et qui a perdu, ou l'inverse, l'entreprise qui a attaqué l'employé qui a C'est gagné. l'employé qui a attaqué C'est son l'employé. entreprise, ça peut se passer dans un pays, un ex-pays de l'Est, et le gars il disait c'est ma vie privée, vous n'avez pas regardé. Sauf que la société interdisait l'utilisation, littéralement c'était interdit d'utiliser le mail pour à titre privé. Et donc la société n'a fait que sortir les éléments prouvant que le caractère privé du mail et le prouver devant le tribunal. Donc il était monté plus haut et ça a été cassé, enfin la société a gagné. Et en France, il y a plusieurs jurisprudences sur le fait que si tu mets personnel sur ton exfiltration de données, par exemple, au hasard, bah, tu perdras. Oui. Donc, si on avait des juristes dans la salle, je ne crois pas que ce soit le cas. Eric Barbry avait dit à une GSSI l'usage toléré de l'informatique en entreprise, c'est
ça reste raisonnable. C'est plus que raisonnable, c'est vraiment très limité. Après, ça pose aussi la question du bring your own device, où tu utilises ton outil personnel. En termes de droit, je pense que ça se pose pas la question. Ça ferait une très bonne conférence. Ça tombe bien. Quelle belle introduction pour la suite. Conférence passée, donc la FIC fin janvier et la Corinne juste après la FIC. Je vous recommande les émissions de No Limit Sécu sur le sujet. Et à venir, donc la JSSI, où j'espère vous voir nombreux, début mars. Prochainement aussi Insomniac en Suisse, les GS Days et la conférence du Clusif aussi, donc le 13 avril. Je ne sais pas si on veut toucher 2 mots sur la FIC et Corinne. 2 mots. On y était. On y était, vous avez les retours. On va citer aussi le comptoir sécu, sinon ils vont encore pleurer sur la liste. Ça, tu peux le laisser dans la retransmission. Donc vous avez le comptoir sécu et No Limit Sécu qui ont fait des podcasts sur FIC et pour No Limit Sécu sur Corinne. Sur Corinne, je pense que ça sera bientôt publié. Le FIC, il y avait plus d'exposants à l'absence cette année. Et puis sur Corinne, c'est une conférence qui est entre autres organisée par Cécile et particulièrement Eric Fressinet, que vous connaissez bien ici, qui s'occupe de réponse à incidents et investigation numérique. Cette année, c'était davantage orienté sur la réponse à incidents. C'est à peu près du niveau de l'OCIR en termes de contenu. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Ce n'est pas filmé pour l'instant. Il n'y a pas de bande son. Peut-être ça viendra dans les années futures. Mais ça fait une bonne journée sur la question. Et c'est excessivement peu cher. 10 euros. 10 euros. Oui. Aujourd'hui, la journée, par contre, il faut aller. Et comme toute conférence organisée par Eric Fressinet, le buffet est très bon. Moins bon que la JSSI. C'est vrai. Tandis qu'à FIC, c'était vraiment dégueulasse la bouffe. Oui. On a été mangé à l'extérieur. Je ne saurais pas te dire. On a C'était mangé du excessif. Welsh burger. Au FIC. Ça, c'était pas bon. Au FIC. Ah oui, au FIC, il faut manger tôt et aller en face, de l'autre côté de l'avenue, à la roulotte qui fait des frites, mais qui très vite n'en a plus. Alors, les Il y a trolls. des hamburgers au maroilles. Il y a des saucisses frites chaud sauce ch'ti que je vous recommande. Et des Welsh burgers. C'est quoi un Welsh burger? Un Welsh burger, c'est un burger avec une sauce cheddar bière. Je te montrerai des photos, c'est costaud. Et donc justement, nous parlions du FIC. Quelle belle introduction pour ce petit troll juste avant le FIC. Puisque Cyril Bruder, donc, qui est l'ancien du CERT du Crédit Agricole, a essayé d'aller au FIC en demandant aux organisateurs du FIC de mettre sur son badge licencié du Crédit Agricole Card and Payment pour couvrir les magouilles du Crédit Agricole lanceur d'alerte. Donc bon, le FIC a gentiment répondu que non, c'était pas possible de mettre ça sur le badge. Donc lui, il a décidé de directement publier ça sur Twitter. Et le FIC lui a dit, bon, en gros, vu ce que vous nous avez fait, on va pas vous inviter au FIC, c'est pas possible. Et j'ai bien aimé leur réponse, pas de bras, pas de chocolat. Je sais pas si c'est... voilà, c'est ça, pas de bras, pas de chocolat. Autre troll lié au FIC, c'est que juste avant le FIC, 2 jeunes personnes qui ont monté une société de sécurité, mais quelques jours avant le FIC, ont audité le site du FIC et ont trouvé, je crois que c'est une injection SQL qui permettait de récupérer la liste des participants, ce genre de choses. On communiqué avec le FIC, qui, pour différentes raisons, je pense que 2 jours avant le FIC, ils étaient un petit peu chargés. Donc on communiquait avec CEIS, l'entreprise, ils n'ont pas forcément répondu immédiatement, donc très rapidement ces gens ont posté sur Twitter bon alors, qu'est-ce que vous faites? On a une vulne sur votre site, vous ne répondez pas. Ce qui a été moyennement apprécié, et je peux le comprendre, par la société, qui leur a envoyé en gros les gendarmes. Donc ça a été perquisition avec garde à vue pendant 3 heures, c'est ça? 3-4 heures? Je ne crois pas que ce soit des spécialistes en sécurité, c'est des gens qui faisaient du en création de start-up. Ce sont des gens qui faisaient du Bitcoin avant, je crois. Ce sont ceux qui avaient créé le fameux Facebook français il y a quelques années et qui avaient fait... Non mais ils avaient eu beaucoup de presse à cette occasion. Ce sont les 2 mêmes jeunes qui ont fait cette société qui a trouvé la vulnérabilité sur le site de CEIS. CEIS n'a pas clairement communiqué en disant vous inquiétez pas,
la faille elle est bidon et elle ne permet pas de récupérer la base de données des gens qui se sont inscrits au FIC. Et le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé que ce qu'avaient fait les petits jeunes, c'était récupérer la base de données de tous ceux qui s'étaient inscrits. Ça, on l'a de toute façon. C'est ce qu'ils disaient dans les années, les En gens. tant qu'exposant, Ah. pas en tant que. Ah, Mais l'article de l'artiste m'étonne, parce que j'ai entendu, je sais pas un truc, mais j'ai pas vu un truc passer par Si, il y a eu dans 20 minutes, et Ça je crois que c'est 20 minutes. Après, un petit dessin qui était sorti au moment du FIC que je trouvais très rigolo, en imaginant une personne qui va au CES, donc à Las Vegas, juste avant le FIC, qui découvre les IoT, le pot de fleurs connecté, le parapluie qui donne la météo, fait qu'il avertit quand il pleut, et qui arrive au FIC et qui se rend compte que tout est piratable, bourré de vulnérabilité, donc je trouvais ça assez rigolo. Ensuite, quel VPN choisir? Je crois que c'est toi, Hervé, qui nous avait posé la question. En fait, il y a une personne qui s'est amusée à comparer 115 services de VPN. Alors là, c'est illisible, mais c'est volontaire, hein, c'est parce que c'est juste pour illustrer. J'avais pas posé la question, j'avais essayé de trouver quelqu'un qui fasse une présentation sur le sujet à la prochaine JSSI, mais on n'a pas trouvé. En tout cas, là, donc il y a une espèce de Google Doc, un tableau qui reprend tous les C'est très VPN bien. existants. Plutôt intéressant. Ça, j'ai vu ça sur Twitter, c'était assez rigolo. Pour tous les modes de chiffrement symétrique, vous avez donc ECB, CBC, etc. Et j'ai découvert LSD, qui est, et donc il y a eu un petit thread de discussion sur quel était le mode avec le nom le plus rigolo. Et donc c'est LSD qui est ressorti. Ça là aussi, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'Oracle arrête le support de son plugin Java pour les navigateurs. à partir de Plugin- Java 9 ou... à partir C'est pas, de- genre, c'est pas effet immédiat. Non. Mais plugin très connu pour son insécurité et toutes ses vulnérabilités. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la sécurité. Sachant qu'il y a encore des campagnes de phishing où ils envoient un fichier .jar et les gens double-cliquent dessus. Et ça a compromis plusieurs centaines de milliers de personnes, donc ça va pas non plus... Enfin, il y a encore des efforts à faire. Ah oui, ça m'avait amusé, le transpiler qui permet de convertir du code Python en code C++ non typé. Ah oui, l'offre d'emploi de Celebrite est assez amusante. Donc c'est des chercheurs talentueux en sécurité et reverse engineering pour les terminaux mobiles et pour rechercher des exploits et des vulnérabilités. Lead skills, c'est mieux. Voilà. C'est essentiellement pour de l'offensif. Ah si, une des dernières limites vient d'être franchie par rapport aux intelligences artificielles. Donc, bon, au niveau des échecs, l'humain a été battu depuis longtemps par IBM. Ouais. Mais le Go était un jeu particulièrement compliqué, en tout cas pour une intelligence artificielle. Et jusqu'à présent, on n'arrivait pas à obtenir un logiciel qui soit capable de battre un humain. Mais Google a réussi à coder une intelligence artificielle qui s'appelle DeepMind, qui permet de battre un humain. Un expert, un humain expert. Oui, un humain expert. Un humain standard. Donc de nos jours, là, il y a le meilleur joueur, en fait, un des meilleurs joueurs du monde de Go qui va justement affronter. C'est pas DeepMind, de la société, mais je sais plus comment s'appelle le Go. Et il y a $1 million. Concrètement, s'il gagne, il gagne $1 million. S'il perd, il y a assez mieux pour pleurer quand même. Qu'est-ce qu'un ordinateur va faire de tout cet argent? Oh, il est tellement intelligent. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'au même moment, l'ancien, alors je ne sais plus quel est son poste exactement, mais la personne qui s'occupait du moteur de recherche et de l'algorithmie a démissionné ou a été viré, a démissionné, je crois, et est remplacé maintenant par une intelligence artificielle. Ashley Madison, ils sont encore là, ils sont même de retour. Et ils proposent une superbe option d'anonymisation où en gros ils vous mettent un masque, donc c'est payant bien sûr, hein, un masque sur votre photo pour qu'on ne vous reconnaisse pas. C'est génial. Et il y a toujours que des faux profils. C'est quoi la phrase? C'est ils osent tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Les cons, ouais. Et alors, Les cons, ils osent tous, c'est ça. Ouais, c'est ça. De retour du FIC dans le train, on discutait de pas mal de choses et on s'est rendu compte que le domaine .security, donc le TLD pardon, .security existait depuis quelques mois et on s'est amusé à regarder si bank.security on pouvait l'acheter. Oui. Gouv.security, Amélie.security. Ça coûte quand même 1 800 €, mais je pense que vous les rentabiliserez très très rapidement. Il faudrait déposer fail.security pour Nicolas. Donc voilà. Non, pour Nicolas, c'est security.fail. Il y a aussi le Ça point existe, fail. ouais.
Le point fail existe, Donc donc c'est on peut cher. lui offrir le security.fail. C'est comme les points bingo, c'est cher. Mais ça coûte très cher. Il était pris déjà security.fail, on avait regardé. Il était déjà pris. Nicolas, quoi, fait. Enfin, le problème, c'est que c'est intéressant au point de vue marketing, ces nouveaux noms de domaine, enfin top level domain, mais ça va créer une confusion Pour les folie sur utilisateurs, vis-à-vis ouais. des utilisateurs. Qu'est-ce que vous voulez expliquer? Qu'il ne faut pas cliquer sur bank.security alors que dedans il y a security. Enfin, on verra. Et donc je vous en parlais tout à l'heure, le directeur de la TAO, qui est vraiment la branche offensive, donc les pentesters de la NSA, a fait une conférence, une présentation d'une conférence que je ne connaissais pas du tout, où il explique en gros comment se protéger de ses auditeurs. Alors bien sûr, il ne donne pas tous les secrets, tout ce qu'il explique c'est juste des bonnes pratiques, mais finalement il a le même retour que nous auditeurs qui en plus sommes limités dans le temps. La plupart du temps, les bonnes pratiques ne sont pas respectées. Pas besoin de 0D, pas besoin de skills de fou, les systèmes ne sont pas à jour, il y a des mots de passe dans les fichiers comme tu l'as dit tout à l'heure. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que toutes les étapes qu'il a présentées et donc que sont censés réaliser ses auditeurs sont à peu près les mêmes que les nôtres, ce que nous on ne fait pas d'exfiltration de données et on ne fait pas trop de persistance. Bon, sauf que eux en plus disposent de 0D, ont beaucoup de temps, ne sont pas limités et ils sont combien la TAO? 300 non? Je sais plus. Je crois que c'est enfin, quelques centaines d'auditeurs. Pardon? Et ça c'est un sujet, le Follow the White Rabbit, dont avait parlé Nicolas Ruff, je sais plus quand, sur un buzz qui avait été fait sur une personne qui avait fait une recherche sur Google et qui a vu la page s'ouvrir en deux avec un petit texte. C'était pas Follow the White Rabbit, mais en gros c'était dire voilà, est-ce que vous êtes intéressé par un challenge, c'est une page de recrutement Google. Ça avait fait pas mal de bruit, les gens disaient ah ouais mais si on recherche tel string dans Google, dans ce cas-là Google vous propose du travail. C'est pas tout à fait ça. Google effectivement utilise son moteur de recherche pour du recrutement, mais c'est si on réalise un certain nombre de recherches sur des trucs très exotiques que personne ne connaît, hyper particuliers et très techniques, dans ce cas-là, le moteur détecte que l'utilisateur a un bon niveau et peut lui proposer un challenge pour de l'embauche, enfin un test de recrutement. Oui, Et c'est le dernier qui était rigolo, c'est un petit conseil que j'ai trouvé sur internet pour améliorer le temps de chargement de votre site. Vu que maintenant la plupart des équipements réseau utilisent aussi jQuery, vous pouvez charger directement de jQuery depuis les adresses les plus probables sur le réseau interne type 192.168.0.1 et gagner 30 à 40 millisecondes dans le chargement de la page en chargeant directement votre bibliothèque JavaScript. Donc c'est rigolo. Alors ça, on parlait tout à l'heure aussi des clés par défaut. Roundcube Mail, qui est un webmail assez réputé, dans son fichier de conf, dispose d'une clé qu'il est impératif de changer. Et je me pose la question de savoir qui la change réellement, cette clé. Alors le dernier point, c'est aussi pour donc, tous les amateurs de WoW, de World of Warcraft. Je ne sais pas s'il y a des joueurs dans la salle. Lorsque vous faites des captures d'écran du jeu, en fait, il y a un watermark, une ou un watermark qui s'ajoute, caché bien sûr par Blizzard, qui permet à Blizzard de suivre les utilisateurs, enfin les clients, et de savoir qui poste quoi sur Internet. Et le dernier est assez rigolo, c'est un email qui évolue au fur et à mesure qu'on le forward à différentes personnes, donc basé sur du CSS. Donc vous avez au début, vous avez plein de petits points d'interrogation, et à la fin, vous avez les petits mushrooms, les champignons de Mario. Voilà. Donc si vous le forwardez 4 fois, vous avez les 4 champignons de Mario. C'est rigolo à voir. Enfin, la version suivante, c'est si vous le forwardez 4 fois, vous avez un PowerShell qui s'exécute. Ouais. Si tu veux pas te faire infecter, il faut le transférer à 3 amis. C'est pas mal. C'est pas mal. Au lieu d'une rançon, tu demandes à le forwarder. Tu veux une pyramide de Ponzi du malware. Ça pourrait ça. vraiment marcher ça. Donc prochain rendez-vous, la prochaine réunion c'est le mardi 12 avril du fait de la JSSI. Prochain afterwork apparemment donc le mardi 31 mai. Et je passe sur la JSSI directement, 8 mars prochain. Le programme est en ligne, les inscriptions sont ouvertes, donc allez-y. Et un petit complément, parce qu'on a eu pendant On n'a pas son titre. on n'a pas encore son titre, mais François Ben fera l'intervention de Rick. Ok. Donc je mettrai ça à jour tout à l'heure. J'espère que vous êtes aussi content que lui. Voilà, si vous avez des questions, des idées d'illustration aussi, n'hésitez pas.